Bon les gars, vous êtes probablement sur une plage tranquille en train de siroter un bon cocktail pendant que je vous prépare cette analyse stratégique sur le football brésilien. Après ma vidéo sur les défis de Carlo Ancelotti, que je vous invite vraiment à regarder parce qu'en fait l'algo ne l'a pas vraiment mise en évidence, mais la vidéo elle est extrêmement complète, j'avais envie de me plonger sur le football brésilien et sur son potentiel retour sur la scène internationale. Parce que j'avoue, même si j'en ai pas parlé sur la chaîne, j'ai pas forcément pris le temps, je me suis légèrement laissé tenter par la Coupe du Monde des clubs. Et même si les joueurs européens étaient complètement cramés, même si les stades étaient à moitié vides, même si le niveau était dégueulasse la plupart du temps, et puis même si j'ai fait une vidéo très borderline sur Gianni Infantino que je vous invite aussi à regarder récemment, bah je me suis infligé certains matchs comme le Real contre Pachuca ou Dortmund contre Ulsan, sans parler de la Juventus, puisque vous le savez peut-être, mais je suis un fan de la Juve, du PSG, de l'Inter et donc du Real Madrid. Et je vais vous avouer une chose, je me suis surtout laissé tenter par la hype autour du football brésilien et des clubs brésiliens, parce que c'est peut-être pour moi la véritable révélation de cette Coupe du Monde. Bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ces clubs brésiliens, et c'est peut-être le Brésil qui semble de nouveau capable de briller sur la scène internationale au niveau de ses clubs. Et cette résurrection du foot brésilien mérite selon moi une bonne analyse. Alors comment expliquer le nouvel élan Carioca? Eh bien, amis stratèges, c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo parce que la renaissance du football brésilien n'est pas le fruit du hasard, mais bien la conséquence d'une série de décisions audacieuses prises par le Brésil. Mais avant de nous plonger dans les solutions et avant de nous plonger dans cette décision, j'aimerais juste vous poser une petite question. Selon vous, comment un géant meurt-il? La réponse, bah, comme souvent, c'est lentement, puis d'un seul coup. C'est une hémorragie silencieuse, une succession de mauvaises décisions, d'arrangements entre amis, de dettes qu'on repousse au lendemain, jusqu'au jour où le colosse finit par s'effondrer sous son propre poids, à la surprise de ceux qui n'ont pas senti l'odeur pestilentielle qui commençait à s'en dégager. Et pour le football brésilien, bah, ce déclin il a duré près de 20 ans. Et pour comprendre l'ampleur de ce désastre, je vais me pencher sur une histoire, une seule, celle d'un club qui incarne à lui tout seul cette chute et cette résurrection du football brésilien. Ce club, tout simplement, c'est Botafogo. Et le club de Botafogo, à Rio de Janeiro, c'est pas un club ordinaire. C'est une institution, c'est une parcelle même de l'âme brésilienne. C'est le club de Garrincha, l'ailier aux jambes tordues, qui a fait danser le monde entier. C'est le club à l'étoile solitaire, symbole de fierté et d'une histoire glorieuse. Mais en 2020, cette étoile ne brille plus. Botafogo, c'était alors un géant en train de mourir. Le club était un corps malade, perclus de dettes. La somme est si vertigineuse qu'elle en devient abstraite. Visiblement, c'était plus d'1 milliard de reais. Alors, je crois, ceux qui sont experts en finance me reprendront, mais c'est plus de 150 millions d'euros à l'époque actuelle. Et ça, c'était un vrai trou noir financier qui aspirait toute l'énergie et tous les espoirs du club. Et chaque réal qui entrait dans les caisses était immédiatement englouti par les créanciers. Il y avait plus d'argent pour investir, plus d'argent pour rénover, plus d'argent pour payer correctement les salaires. Et le stade Nilton Santos, autrefois qui était une forteresse imprenable, bah, il sonnait vraiment creux, et ce qui devait arriver finit par arriver. Sur le terrain, le désastre financier se mue en une humiliation sportive. Et à la fin de la saison 2020, Botafogo est relégué en deuxième division. Et pour un club de ce calibre, c'est pas seulement une défaite, c'est une véritable honte, c'est une tache sur son histoire, et les médias, ils en profitent pour se déchaîner. Les supporters sont désespérés, ils sont partagés entre la colère et le chagrin. Le club, cette fière institution, devient, selon les mots de la presse brésilienne de l'époque, bien sûr, une blague nationale. Le géant est à terre et tout le monde le regarde en se demandant s'il va un jour se relever ou s'il n'est pas tout simplement amené à disparaître pour toujours. C'est à ce moment précis et au point le plus bas de son histoire que la possibilité d'un changement va apparaître et c'est un changement radical. Et ce changement, il vient pas d'un sauveur providentiel, mais d'un texte de loi, parce qu'en août 2021, le gouvernement brésilien, conscient que le modèle historique des clubs est à l'agonie, adopte la loi SAF, pour Sociedad Anónima do Futebol. Sur le papier, c'est une révolution technique, on autorise les clubs qui étaient jusqu'alors des associations à but non lucratif à devenir de véritables entreprises, des sociétés anonymes. Et ça devient un véritable interrupteur, un bouton reset qui permettrait de séparer le passif
toxiques accumulés pendant des décennies de l'actif sportif du club. Et c'est la possibilité aussi d'attirer des investisseurs, de professionnaliser la gestion, de remplacer les dirigeants politiques par des managers. C'est la promesse aussi d'une gouvernance saine et d'une discipline financière. Mais une loi aussi brillante soit-elle n'est qu'un plan sur un morceau de papier. Un outil aussi puissant soit-il est inutile s'il n'y a personne pour s'en saisir. Et la question qui flotte alors sur tout le football brésilien est la suivante. Qui osera, qui aura le courage de prendre un club en ruine, comme Botafogo, et d'utiliser les SAF pour tenter de tout reconstruire? Et c'est là qu'un homme entre en scène. Un Américain qu'on connaît bien en France et que beaucoup de monde déteste. Même si moi, en tant que Stéphanois, ça me fait un peu marrer, puisque cet homme, vous l'aurez deviné, c'est John Textor. C'est un nom qui ne dit rien à personne au Brésil à cette époque. C'est pas un magnat du pétrole, c'est pas un oligarque, c'est un homme d'affaires spécialisé dans la tech et les médias qui a décidé d'investir massivement dans le football. Et il débarque alors à Rio, il regarde le chaos ambiant, et il regarde Botafogo au bord du gouffre, et là où tout le monde voit un cadavre, comme je le disais tout à l'heure, lui, il va voir une opportunité, et il va décider de racheter le club. Et qu'est-ce qu'il fait? Quel est son premier geste? Et ben, après avoir pris le contrôle de cette institution, lui, il va pas annoncer des investissements massifs et des recrutements massifs. Non, son premier geste, c'est pas de faire rêver les foules en signant un chèque pour un joueur star. Son premier acte, c'est pas non plus une conférence de presse flamboyante qui va promettre des titres. Non, sa première décision, elle est beaucoup plus profonde et beaucoup moins glamour. Il va utiliser la loi SAF pour dynamiter la structure même du club et il transforme cette vieille association poussiéreuse en une entreprise moderne. Il va donc séparer les dettes du passé des opérations du futur. Il va virer les dirigeants et les politiciens amateurs qui avaient mené le club à la faillite. Il va installer une équipe de professionnels, des experts en finance, en marketing, en gestion sportive. Bref, il fait un vrai ménage, il restructure, il assainit, il met en place un plan, une stratégie, une vision à long terme. En gros, il fait tout ce que les supporters lyonnais attendent encore. Et sur le moment, personne ne célèbre au Brésil, à Botafogo. Les supporters sont même plutôt sceptiques parce que l'arrivée d'un propriétaire étranger, américain de surcroît, va susciter beaucoup de méfiance. Et les médias attendent l'échec. Ils sont prêts même à dire on vous avait bien prévenu. Et le travail de Textor, ce qui est étonnant, c'est que c'est un travail qui est invisible au début et qui se passe en coulisses. Et puis, on va faire une petite avance rapide de 3 ans. 3 petites années se sont écoulées depuis que l'Américain a posé ses valises au milieu des ruines. On est en 2024 et le club de Botafogo, c'est donc cette fameuse blague nationale, l'équipe qui était alors reléguée fin 2020, fin de la saison 2020, le géant surendetté, et ben ce club, il est finalement en finale de la Copa Libertadores, la compétition de club la plus prestigieuse d'Amérique du Sud, l'équivalent de la Champions League chez nous. Et ce soir-là, au terme d'un match acharné, Botafogo finit par terrasser son adversaire et les joueurs, le staff et John Texter finissent par brandir le trophée le plus convoité d'Amérique du Sud. Et les rues de Rio, évidemment, elles vont exploser de joie. Les supporters qui pleuraient de honte 3 ans plus tôt pleurent maintenant de fierté. L'étoile solitaire de Botafogo brille à nouveau de mille feux. Et quand vous entendez les Brésiliens parler de Textor, c'est extrêmement intéressant parce que c'est à l'opposé, tout simplement, de ce que peuvent dire les supporters lyonnais. Alors qu'est-ce qu'on retient comme véritable leçon ici et pourquoi je vous ai raconté cette histoire en détail? Bah, le point, le sens de tout ça, c'est pas simplement de dire que l'argent peut sauver un club, ce serait trop simple et ce serait aussi faux. Le cas de Botafogo, il nous enseigne quelque chose de bien plus fondamental sur le leadership face à une crise profonde. Et la leçon, c'est que lorsque vous faites face à un échec systémique, lorsque la structure même de votre organisation est la cause du problème, le vrai leadership, il consiste pas à colmater les brèches. Il ne s'agit pas de mettre un pansement sur une jambe de bois, il ne s'agit pas d'être un simple manager qui essaye de faire un peu mieux avec les mêmes outils cassés, ni d'être un manager qui gère une crise. Un leader, il va profiter de la crise pour imposer un nouveau modèle. Et John Textor n'a pas été un simple manager pour Botafogo, il a été un architecte. Et il a compris une chose essentielle. Le talent des joueurs, la passion des supporters et l'histoire du club, tout ça ne servait à rien si l'environnement dans lequel ils évoluaient était toxique et dysfonctionnel. Et pour que le génie puisse à nouveau s'exprimer sur le terrain, il fallait d'abord construire une maison saine, avec des fondations solides. Et c'est là où il a utilisé cette fameuse loi SAF, non pas comme une solution magique, mais comme un permis de construire, un permis pour raser l'ancien bâtiment délabré et en concevoir un nouveau, moderne, fonctionnel et bâti pour durer. Il a changé les règles du jeu interne
pour que la victoire redevienne non pas une certitude, mais une possibilité. Et ce qui est intéressant, parce que je me suis appuyé sur Textor, mais c'est que cette histoire, elle n'est pas unique. C'est un schéma qui s'est aussi répété. On va prendre par exemple Cruzeiro, qui est aussi un autre géant brésilien, qui est aussi un club historique et un champion historique qui est tombé en deuxième division. Et lui, il était aussi tombé en deuxième division pour la même raison que Botafogo, c'était un club qui était étranglé par les dettes. Et alors, qui est venu racheter Cruzeiro? Eh ben, c'est une légende du football brésilien, c'est Ronaldo Fenomeno. Et quel a été son premier réflexe à Ronaldo Fenomeno? Bah, ça a été exactement la même chose, ça a été d'utiliser la loi SAF pour transformer le club en entreprise, assainir, restructurer. Et il a aussi agi en architecte, pas en simple sponsor. Et il a ramené le club en première division et l'a revendu, lui, avec une belle plus-value, après avoir remis sur les clubs, sur les grailles, le Cruzeiro. Et le véritable leadership face à un échec systémique n'est pas une question de gestion, c'est vraiment une question de conception, j'insiste. Il s'agit d'avoir le courage et la vision de créer un tout nouveau jeu. Et cette décision fondamentale, celle de ne pas réparer, comme ça a été le cas à Cruzeiro ou à Botafogo, mais de reconstruire, et ben c'est la première clé a permis non seulement à ces clubs de renaître, mais aussi à tout le football brésilien d'entamer sa profonde et sa spectaculaire résurrection qu'on est en train d'observer. Et une fois les fondations rebâties, notamment par le biais de cette fameuse loi SAF, une fois que la maison elle est assainie et elle est prête à accueillir une nouvelle vie, eh ben, le travail de l'architecte est terminé. Et un autre virage dans le football brésilien a alors été pris, c'est celui de l'ouverture. Parce qu'une organisation, elle peut pas vivre en autarcie, elle doit interagir avec le monde extérieur. Et cette interaction, c'est un véritable exercice d'équilibrisme, c'est un dialogue permanent entre notre propre identité et ce qu'on peut apprendre des autres. Et pour le football brésilien, ce défi était peut-être le plus complexe de tous, parce qu'il touchait à la question la plus sensible qui soit pour les Brésiliens, celui de l'ADN. Et pour comprendre ce défi, il faut remonter le temps. Cette fois-ci, on va pas l'accélérer, on va le remonter et on va aller dans les années 90. Parce qu'à cette époque, il y a eu une décision de justice qui a été prise à des milliers de kilomètres de là, donc en Europe, et qui a eu un effet dévastateur sur tout le football sud-américain. Je parle bien sûr de l'arrêt Bosman. Alors pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas, c'est une décision qui a libéralisé le marché des transferts de joueurs et du jour au lendemain, les clubs européens qui étaient déjà plus riches ont eu les mains libres pour piller les talents du monde entier. Et donc le Brésil, la plus grande usine à talents de la planète, est devenu le supermarché préféré des clubs européens. Et une hémorragie a commencé, on a eu une fuite des talents ininterrompue qui a été implacable. Le processus était simplement toujours le même, un jeune joueur, un ado de 17-18 ans, émergeait dans un club brésilien. Il avait ce dribble, cette créativité, cette jinga inimitable. Et les supporters tombaient amoureux de lui. Ils voyaient en lui le prochain Pelé, le prochain Zico. Il jouait une saison, peut-être deux, et puis inévitablement, un émissaire d'un grand club européen débarquait avec une valise pleine de cash et la promesse de la Ligue des Champions. Le club brésilien, étranglé par ses dettes, ne pouvait pas refuser. Le jeune joueur rêvant de gloire européenne et mondiale ne pouvait pas refuser et le talent s'envolait. Le flux était devenu à sens unique. Le Brésil n'était plus une puissance qui garde ses forces vives. C'était devenu une pépinière, une ferme d'élevage pour les puissances européennes. Et la Ligue nationale se vidait donc de sa substance. Et la vraie question, c'était comment rivaliser sur la scène mondiale quand vos meilleurs soldats sont recrutés par l'ennemi avant même d'avoir atteint leur plein potentiel. C'était la question qui hantait le Brésil. Le pays avait l'impression de ne plus être qu'un exportateur de matières premières, un simple fournisseur. Et face à cette situation, que faire? Avec la nouvelle santé financière apportée par la loi SAF, les clubs brésiliens auraient pu simplement choisir de dépenser plus pour retenir leurs jeunes un an ou deux, retardant simplement l'inévitable. Mais quelques dirigeants, et ça c'est important de le souligner pour la suite de la vidéo, quelques dirigeants ont pris une décision bien plus audacieuse, une décision double qui à première vue semblait contradictoire. Le premier acte fut un geste d'une humilité rare, presque choquant pour une nation aussi fière de son football. Ils se sont ouverts, ils ont accepté l'idée que peut-être ils n'avaient plus toutes les réponses. Pendant des décennies, l'idée qu'un entraîneur étranger puisse venir donner des leçons au Brésil était une hérésie, c'était impensable, et pourtant, en 2019, le club de Flamengo tente le pari, il nomme l'entraîneur portugais Jorge Jesus, c'est un choc culturel, il arrive avec ses méthodes, avec sa rigueur tactique, avec son intensité à l'européenne, et les débuts sont certes compliqués, les critiques fusent concernant son style de jeu, on lui reproche aussi son arrogance, son style direct, mais les résultats finissent par suivre, et de manière spectaculaire. Flamengo remporte alors le championnat et la Copa Libertadores avec un football total, à la fois organisé et flamboyant.
Et le tabou est alors brisé, d'autres clubs décident de suivre. On a Palmeiras qui engage un autre Portugais, qui est Abel Ferreira, qui va lui aussi empiler les titres, dont 2 Copa Libertadores consécutives. Soudain, le Brésil se rend donc compte qu'en s'ouvrant à l'expertise extérieure, il ne perd pas son âme, mais il apprend, il progresse, il se modernise. Et cet acte d'humilité, celui d'admettre que l'on a quelque chose à apprendre des autres, même de ses rivaux historiques, est un signe de force, pas de faiblesse, d'une nation qui est prête à faire des compromis pour revenir au sommet. Mais si l'histoire s'était arrêtée là, le Brésil ne serait devenu qu'une bonne copie du football européen. Et c'est ici qu'intervient le deuxième acte, le plus surprenant peut-être. Après s'être ouvert au monde, les clubs brésiliens ont utilisé leur nouvelle puissance pour faire exactement l'inverse de ce qu'ils subissaient depuis plus de 20 ans. Ils ont commencé à importer des talents. Le flux a commencé légèrement à s'inverser sur les dernières saisons. On a d'abord vu revenir des joueurs brésiliens confirmés comme Gerson qui a quitté Marseille pour Flamengo, mais on a aussi vu quelque chose d'assez inédit qui s'est produit. On a des joueurs étrangers non brésiliens qui n'avaient aucun lien avec le pays, qui ont commencé à signer dans le championnat. On a des noms connus en Europe comme Payet qui allait signer au Brésil. On a aussi Brefwes, l'ancien joueur de Toulouse, il me semble. On a un ailier congolais qui était Yannick Bolasie, qui est aussi allé signer au Brésil. Et puis on a eu évidemment le coup de tonnerre avec le retour de Neymar au pays, qui est quand même la plus grande star. Et c'est lui qui est revenu jouer au Brésil. C'est plus seulement un championnat pour les jeunes en partance, du coup, mais ni pour les vétérans en pré-retraite, même si on peut quand même remettre en question sur Payet. Mais ça semble redevenir une forme de destination, un championnat qui peut être compétitif, qui peut être attractif, qui peut être capable d'offrir des salaires aussi concurrentiels et un projet sportif ambitieux. Et le sportif, c'est donc plus seulement un supermarché, c'est devenu potentiellement un client et un client exigeant. Alors qu'est-ce qui se passe quand on assemble ces deux pièces du puzzle? D'un côté, on a l'ouverture à l'expertise étrangère, de l'autre, une réaffirmation de sa propre attractivité. On obtient donc un championnat qui domine son continent et qui commence à rivaliser avec des écuries européennes, comme on l'a vu durant la Coupe du Monde des clubs. Et en acceptant les méthodes européennes, les clubs brésiliens n'ont pas cherché à devenir une pâle copie de Manchester City ou du Real. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Ils ont absorbé les leçons de rigueur, de discipline tactique, d'intensité physique. Et ensuite, ils se sont posé la question la plus importante. Maintenant qu'on maîtrise ces codes, qu'est-ce qui nous rend unique? Quelle est notre véritable identité et comment on peut la transformer en arme? Et la réponse, elle a émergé sur les terrains. C'est une philosophie de jeu que les théoriciens ont rebaptisé le relationnisme, je dirais en français. C'est pas juste une tactique, mais c'est une véritable expression culturelle. C'est une réhumanisation du jeu. Là où le football européen est un jeu de position, il est parfois même comparé à un orchestre classique où chaque musicien doit suivre une partition très stricte. Le relationnisme brésilien, c'est plutôt une session de jazz. Et il y a bien une structure de base, mais l'essentiel repose aussi sur l'improvisation, sur les connexions entre les joueurs et sur leur capacité à se comprendre, à interagir et à créer des solutions spontanées dans le chaos du match. Et c'est un football qui ne se drille pas, mais qui se découvre. Et des entraîneurs comme Fernando Diniz, qui est l'entraîneur de Vasco de Gama, sont devenus des porte-étendards de cette philosophie. Ils ont utilisé la nouvelle solidité défensive et la rigueur apprise par les Européens comme une plateforme de sécurité pour ensuite libérer la créativité, la folie, l'imprévisibilité qui a toujours fait la force du football brésilien, du joueur brésilien. Et en ce sens, ils ont conservé une partie importante de leur ADN après avoir eu l'humilité d'apprendre, après avoir eu le courage de dire merci pour les leçons, maintenant voici notre manière de jouer, elle est différente et elle pourrait redevenir redoutable. Et la leçon là aussi de leadership, elle est assez profonde, puisque l'excellence se retrouve rarement dans l'imitation, elle se trouve plutôt dans la synthèse. Un leader d'exception, c'est pas celui qui copie bêtement une recette qui marche ailleurs, c'est celui qui a l'humilité d'aller chercher les meilleurs ingrédients partout dans le monde et qui a ensuite le courage et la créativité de les cuisiner à sa propre sauce en utilisant les épices, si je puis me permettre dans la métaphore cuisinière, les épices de sa propre culture pour créer une véritable saveur unique que personne d'autre ne peut reproduire. C'est donc cet équilibre délicat entre ouverture et affirmation qui a permis au football brésilien de non seulement survivre à la mondialisation, mais de commencer à la retourner à son avantage. Mais même si ça fait environ 20 minutes qu'on discute ensemble, ma vidéo elle serait assez incomplète sur la renaissance du football brésilien si je parle pas de certaines décisions qui pourraient justement mettre à mal toute cette belle croissance.
parce que le football brésilien n'est pas tout à fait guéri. Alors, je vais vous poser une autre question très simple. D'après vous, qu'est-ce qui est plus dangereux que l'échec? Bah, parfois, la réponse la plus terrifiante et la plus inattendue, la réponse à cette question, c'est le succès. Surtout le succès soudain, inattendu et écrasant. Avec l'échec, on apprend à le gérer, il nous force à l'humilité, à l'introspection, à la résilience, mais un succès soudain qui engendre de l'abondance, eh ben, ça peut devenir un poison bien plus subtil, puisqu'il peut rendre arrogant, imprudent, paresseux, et peut même transformer un rêve en cauchemar et une résurrection en une simple répétition des erreurs passées, mais avec des chiffres et des risques beaucoup plus importants. Alors après avoir rebâti ses fondations et redéfini sa place dans le monde, le football brésilien est actuellement confronté à ce test ultime, et ce test ultime, c'est celui de la prospérité. Alors concrètement, de quoi je parle? Eh bien là aussi, c'est une question législative et un changement de loi. Parce qu'en 2018, le Brésil a décidé de légaliser les paris sportifs. Pendant quelques années, le marché s'est structuré timidement, et puis la digue a fini par céder, et on a un tsunami de cash qui est venu des quatre coins du monde et qui a fini par déferler sur le championnat brésilien. Les sociétés de paris sportifs, en quête de visibilité dans ce marché de plus de 200 millions d'habitants passionnés de football, puisque le Brésil, vous le savez, c'est c'est le pays du football, et le football, c'est une religion là-bas, et ben, ces entreprises du Paris se sont lancées dans une course effrénée dans le sponsoring. Et c'est une véritable ruée vers l'or pour eux. Du jour au lendemain, les logos de ces entreprises sont partout, ils sont plâtrés sur la poitrine de chaque maillot, des plus grands clubs de Rio et de Sao Paulo, jusqu'aux équipes les plus modestes. Et c'est un afflux majeur, d'une ampleur jamais vue, puisqu'en 2025, les contrats de sponsoring avec les seules maisons de Paris dépassent les 200 millions de dollars. Et pour des clubs qui, quelques années plus tôt, peinaient à payer leurs factures d'électricité, bah, tout simplement, c'est le jackpot. Et l'effet, il est immédiatement grisant. L'argent coule à flot et les clubs l'utilisent. Ils l'utilisent pour briser les chaînes qui les entravaient depuis si longtemps. La fuite des talents, bah, on finit par la ralentir. Un jeune prodige est courtisé par l'Europe, on lui propose un nouveau contrat, un salaire qu'il n'aurait jamais pu imaginer quelques années auparavant. Le championnat manque de stars, on utilise cet argent pour faire revenir les idoles et attirer des noms renflants, comme Neymar. On rénove les centres d'entraînement, ça c'est plutôt une bonne chose. On modernise les académies de jeunes, ça aussi c'est une bonne chose. On investit dans la science du sport, ça aussi c'est une bonne chose. Donc on est un peu dans une période d'euphorie totale pour le Brésil. Les médias, ils célèbrent même cette nouvelle puissance financière. Bien sûr, les supporters sont ravis de voir leur club rivaliser à nouveau, être capable aussi de garder leur joueur préféré, de rêver plus grand. Et le football brésilien, c'est plus le parent pauvre du football mondial. Il est riche, il est puissant, il est de retour, et c'est un rêve qui recommence à devenir réalité. Et c'est ça le paradoxe de la prospérité. Parce que quand l'argent est rare, chaque décision est pesée, chaque dépense est scrutée. Mais quand l'argent semble illimité, bah là, la discipline se relâche. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire au Brésil. On a une inflation galopante qui est en train de naître, qui est invisible au grand public, mais qui commence à ronger le système de l'intérieur. Un joueur moyen vaut soudainement une fortune, hein, c'est un peu comme dans le championnat anglais. Et puis les agents s'en donnent aussi à cœur joie, ils vont se gaver. On a une surenchère qui s'installe. Si Flamengo offre un salaire X à un joueur, bah, on a Cruzeiro qui va se sentir obligé d'offrir encore plus à un autre joueur équivalent pour pas perdre sa place, ni perdre sa face. Et puis les coûts d'exploitation s'envolent, et c'est une course à l'armement financée par de l'argent qui semble tomber du ciel. Et puis donc, en 2024, on a un rapport financier qui est tombé, et le document qui devait célébrer cette ère de prospérité révèle une vérité bien plus terrifiante. Oui, les revenus sont à un niveau record de presque 11 milliards de reyes, c'est un chiffre historique, et pourtant, en regardant la dernière ligne du bilan, on découvre un déficit net de 237 millions de dollars. Alors comment est-ce que c'est possible? Comment on peut gagner plus d'argent que jamais et en même temps en perdre des centaines de millions? Bah, la réponse, elle se trouve dans un seul chiffre, une statistique assez brutale qui agit comme un signal d'alarme assourdissant. Ce chiffre, c'est 80%. 80% de tous ces revenus records sont immédiatement engloutis par les dépenses du département sportif et principalement par les salaires et les transferts. Donc en gros, au Brésil, on a une machine qui surchauffe. Le moteur, il est en train de tourner à un régime si élevé qu'il est en train de brûler tout le carburant qu'on lui donne et même plus. Et le cercle vertueux de l'investissement est en train de redevenir le cercle vicieux de la dépense. Et le rêve doré
des paris sportifs est en train de créer le même problème que par le passé, une structure de coûts insoutenable, et, et sont ces nouveaux défis économiques et financiers qui se présentent aujourd'hui aux dirigeants du football brésilien. Et il sera donc intéressant d'observer comment ils se comportent. Les meilleurs d'entre eux devront trouver le juste équilibre entre la vie d'asset et celle du dépensier fou. On va donc bien voir si certains patrons de clubs retrouvent la raison et sont suffisamment lucides pour dire qu'ils sont en train de se brûler les ailes. Ils devront avoir le courage de refuser des transferts bien trop coûteux, d'imposer des limitations salariales, voire même de réfléchir à la mise en place d'un fair play financier à l'échelle de la Ligue, même si pour moi, en Europe du moins, le fair play financier, il doit encore faire largement ses preuves. Et la leçon ici, elle est vraiment universelle et elle transcende largement le monde du football. Elle s'applique à une start-up qui vient de lever des millions, à un artiste qui connaît un succès foudroyant ou à quiconque reçoit soudainement plus de ressources qu'il n'en a jamais eu. L'euphorie du succès est le moment du plus grand danger. C'est le moment où les graines de l'échec futur sont semées. C'est un moment critique où il faut s'assurer que l'énergie de ce succès est canalisée, régulée et investie de manière durable. Et pour que cette vidéo soit complète, on va parler du dernier grand obstacle à la renaissance totale du football brésilien. C'est celui de la politique interne, celui de l'ego des dirigeants, voire de leur niveau de corruption parfois. Parce que pendant des années, le football brésilien a été gouverné par une institution notoirement instable, la Confédération brésilienne de football, la CBF. C'est une organisation qui semble chroniquement incapable de se gouverner elle-même. Et pour vous donner une idée du chaos, aucun des 5 derniers présidents n'a réussi à terminer son mandat. Il y a d'ailleurs un nouveau scandale autour de l'actuel président. On a donc des scandales, des démissions, des luttes de pouvoir incessants. Et la CBF, elle est devenue un peu le symbole de tout ce qui allait pas dans le pays, un manque de transparence, le copinage, l'instabilité chronique. Les clubs, eux, étaient traités comme des vassaux, ils subissaient les décisions, ils se plaignaient en privé qu'ils avaient très peu de pouvoir pour changer les choses. Mais avec la loi des SAF, de l'argent des sponsors, tout a changé. Les clubs ne sont plus des associations endettées et dépendantes, ce sont devenus de véritables entreprises, comme je viens de l'expliquer, dirigées par des hommes d'affaires puissants, des investisseurs internationaux comme Textor, des légendes du football comme Ronaldo. Ils ont de l'argent, de l'influence, et ils ne sont plus d'humeur à se laisser dicter leur conduite par une fédération qu'ils jugent archaïque et incompétente. Et on a un vent de rébellion qui commence à souffler au Brésil. Les clubs se rendent compte qu'ils sont eux le produit. Ce sont eux qui génèrent l'intérêt, qui remplissent les stades, qui attirent les droits TV. Alors pourquoi est-ce qu'ils devraient laisser la gestion de leur bien le plus précieux, le championnat, entre les mains d'une fédération totalement défaillante? Et on a une idée qui commence à germer au Brésil, qui a inspiré des grands championnats européens comme la Première Ligue anglaise ou la Liga espagnole. C'est une idée assez simple, mais révolutionnaire pour le Brésil. C'est que les clubs doivent créer leur propre ligue, une ligue professionnelle, unifiée, indépendante, qui gérerait elle-même le championnat, qui négocierait collectivement ses propres droits TV. C'est la décision stratégique la plus logique et la plus évidente. C'est la clé pour débloquer des milliards de revenus supplémentaires et pour assurer une stabilité à long terme. Tous les clubs, sans exception, sont d'accord sur le principe. C'est une vision qu'ils partagent tous. L'ennemi commun pour eux, c'est la fameuse CBF, et il est clairement identifié. La voie semble donc toute tracée. Et c'est précisément là que l'histoire devient tragiquement humaine. Au moment de passer à l'action, au moment de s'unir pour créer cette ligue, le front commun a commencé à se fissurer. On a 2 factions qui émergent. D'un côté, un groupe de clubs qui se baptise Libra, de l'autre, un groupe rival qui se nomme Liga Forte União, vous m'excuserez pour mon portugais, ou la LFU tout simplement. Sur le papier, ils veulent la même chose. Mais dans la pratique, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un point essentiel, le partage de l'argent évidemment. Alors comment répartir le gâteau des droits TV? Faut-il favoriser les clubs les plus populaires, ceux qui ont le plus de supporters, comme Flamengo, comme le Corinthians? Ou est-ce qu'il faut une répartition plus égalitaire pour garantir la compétitivité de tous les clubs et l'intérêt du championnat? La discussion qui a été initiée, elle s'est enlisée, les réunions se sont succédées, elles sont devenues de plus en plus tendues, de plus en plus infructueuses. Et des désaccords épisodiques ont commencé à éclater, comme le dit pudiquement un rapport. Et chaque camp campe sur ses positions. Les grands clubs craignent de perdre leur part, les petits clubs craignent d'être écrasés. Les vieilles rivalités sportives ressurgissent dans les salles de réunion, les égos s'affrontent, la méfiance s'installe, et le projet commun, cette ligue unifiée qui devait être la clé de voûte de la Renaissance, est paralysée.
L'opportunité historique de créer un produit d'une valeur immense est en train de s'évaporer, non pas à cause d'un ennemi extérieur, mais à cause de divisions internes. Et cet ultime défi est peut-être le plus important pour le football brésilien, et il illustre brillamment les difficultés que chacun peut rencontrer dans son quotidien et dans n'importe quel domaine. Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, vous pouvez avoir recruté les talents les plus brillants, vous pouvez avoir levé tout l'argent nécessaire, mais si vous ne parvenez pas à unifier votre organisation autour d'une gouvernance saine et d'un objectif commun, bah, tout ce potentiel sera gaspillé dans des luttes intestines, des guerres de territoire et des querelles d'ego. Et l'entropie naturelle d'une organisation humaine, c'est le chaos, et sans garant d'une cohésion, alors il n'y a pas de succès. Et pour en revenir au Brésil, aujourd'hui, en 2025, cette ligue unifiée n'est toujours pas une réalité complète. Le combat est encore loin d'être gagné. Le football brésilien est toujours ce navire surpuissant, mais qui peine encore à larguer complètement les amarres de ces vieilles querelles. Et la réussite de cette dernière étape de la transformation déterminera si la résurrection actuelle sera un simple sommet dans l'histoire du football brésilien ou le début d'un plateau de domination durable. Car la plus grande vérité du leadership est là, le succès à long terme ne dépend pas de votre capacité à battre vos concurrents, mais de votre capacité à ne pas vous battre vous-même. Alors je me tourne vers vous. Qu'est-ce que cette vidéo sur la renaissance du Brésil vous inspire? Quelle est la bataille que vous devez mener aujourd'hui? Partagez votre réflexion dans les commentaires, je suis très curieux de les lire. J'y réponds à presque tous. Si cette analyse vous a été utile, si elle vous a donné des clés pour penser sur votre propre leadership, sur votre propre organisation, bah, je vous invite à vous abonner, à partager les vidéos de la chaîne, parce que les plus grandes leçons se trouvent souvent là où on les attend le moins. Je vous remercie si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo.